croyances et superstitions se perpétuent jusqu'à nos jours. Face à ce que nous ne comprenons pas, nous sommes d'une grande fragilité. Nous voilà forcés de croire sur parole ce que nos yeux nous montrent et ce que nos oreilles nous donnent à entendre. Reste alors la raison pour tenter de nous en sortir. Beaucoup de gens croient plus ou moins qu'il existe des phénomènes qui n'ont aucune explication scientifique. Mesdames et messieurs, Uri Geller. Je ne pense pas être le seul à pouvoir faire ce que je fais. En tout cas, en ce qui concerne la télépathie, c'est sûr. Tordre les objets, je ne sais pas. J'ignore si beaucoup de télépathes peuvent exercer dans les conditions d'une expérience scientifique. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Pouvez-vous tenir cette fourchette ? Vous voyez, je la tiens très délicatement, comme ça. Vous voyez, elle se ramollit. Est-ce que la caméra peut zoomer, s'il vous plaît? Vous voyez comme elle... C'est comme du plastique. Puis-je la tenir une seconde? Vous voyez, elle se fissure. Elle est devenue comme du plastique. La libéralisation du marché médiatique est une bonne chose en démocratie. Elle a aussi ses effets pervers, c'est qu'elle conduit les médias à être poussés vers une concurrence qui vont constituer, cette concurrence va offrir comme une tentation souvent irrésistible le fait de publier des informations spectaculaires. C'est vrai des croyances et de toutes sortes de croyances. C'est vrai par exemple des peurs collectives. Les médias, c'est bien connu, il est plus intéressant de parler des trains qui arrivent en retard que des trains qui arrivent à l'heure. C'est une non-information. Donc pour impliquer d'une façon ou d'une autre l'observateur ou le téléspectateur, il faut, ou le lecteur, il faut publier, il faut proposer des informations de type spectaculaire. Les médias n'ont pour seul but... nous, on pense que les médias, ils ont pour but de nous informer. C'est pas du tout ça le but des médias. Le but des médias est d'abord de gagner sa vie, de gagner sa croûte. Si on avait un médium, disons, je sais pas, quelqu'un qui faisait du spiritisme dans une ville ou un village dans les années 1920-1930, il allait rayonner un petit peu sur son coin, sur la région. Donc il allait toucher quelques dizaines de milliers de personnes, quelques centaines de milliers de personnes, en étant un petit peu large, mais sans plus. Et puis il se trouve qu'avec la télévision, la radio, maintenant avec le réseau, avec la toile, eh bien si quelqu'un passe à une émission de télé en montrant qu'il tord 3 petites cuillères, il va toucher un premier public facilement 10 à 15 millions de téléspectateurs, et puis ça va diffuser, donc il va toucher plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs. C'est pourquoi je crois, c'est au moins une des morales que devrait tirer tout journaliste ou toute personne qui travaille dans les médias. Lorsque l'on invite quelqu'un qui croit, il faut absolument et toujours présenter une contre-argumentation en face. C'est dramatique lorsqu'on invite quelqu'un qui est croyant et qu'il n'y a pas de contre-argumentation en face. En 1977, c'est une star mondiale. L'homme qui tord l'acier avec son esprit. L'homme aussi que la CIA enlève à Mexico lors d'un congrès. Pendant 11 ans, Jean-Pierre Girard va donc espionner pour le compte de la CIA. Un espion un peu particulier puisque télékinésiste et télépathe. Une énigme et un sujet d'étude infini pour les scientifiques et les chercheurs du monde entier. Jean-Pierre Girard est devenu le parapsychologue le plus célèbre de l'histoire.
ça tourne. Voilà, donc l'expérience est tout à fait réalisable par quelqu'un comme moi qui n'a aucun pouvoir, aucun magnétisme revendiqué en tout cas. Et il suffit d'avoir un simple petit aimant dissimulé sous le pantalon ou collé sur la cuisse ou le genou. Donc je pense que si on conserve l'hypothèse d'un trucage avec un petit aimant, n'importe qui peut avoir des dons de magnétisme à ce moment-là. Je crois que tout le monde a ce pouvoir, mais chez moi il est plus puissant que chez les autres. Et puis il doit y avoir aussi un élément extérieur qui a son importance. Mais comment les hommes de science expliquent-ils votre pouvoir? Au début, les savants sont sceptiques. Ils veulent me voir travailler dans des conditions expérimentales. Après, ils ne comprennent pas ce qui arrive, et moi non plus. Je vais me concentrer sur vos clés. Je vais seulement les effleurer légèrement, les caresser. Et dans mon esprit, je dis « tords-toi ». Vous voyez, vous ne pourrez pas rentrer chez vous ce soir, monsieur. L'élément déclencheur qu'on pense est à l'origine des phénomènes que je produis se situerait après un accident, un coup de foudre plus exactement. Peut-être ce choc pourrait favoriser une libération de la conscience et une synergie, là aussi entre guillemets, entre tous les étages du cerveau pour avoir une ouverture particulière, spécifique pour produire ces phénomènes. Alors en fait c'est une fourchette qui paraît tout à fait normale, enfin c'est une fourchette normale au point de vue forme, c'est-à-dire qu'on peut manger avec, on peut vraiment s'en servir, mais par contre le métal avec lequel elle est faite c'est un métal particulier, c'est du nitinol. Nitinol ça veut dire nickel et titane. C'est un alliage de nickel et de titane qui a la particularité de pouvoir conserver en mémoire une forme qu'on lui a imposée. Et ça peut être utilisé pour faire croire à des dons de psychokinèse. Psychokinèse, c'est le pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc on met un objet, on se concentre un petit peu, comme je faisais tout à l'heure, on tient dans la main, etc. Et soi-disant par le pouvoir de son esprit, le pouvoir qui serait donc au bout de ses doigts, on arrive à faire tordre l'objet, etc. Et en réalité, là c'est une application, disons, de la physique. Philippe Marx est ingénieur, gérant de la société AMF. Il faut savoir que 95% des utilisations du nitinol dans le monde, c'est le domaine médical. Et dans ces 95%, en plus, c'est plutôt la superlasticité qui est utilisée en cathétérisme. Après, il y a quelques applications de mémoire de forme, comme l'agrafe d'ostéosynthèse. C'est une agrafe qui va se placer dans la main ou dans le pied pour des chirurgies correctives mais osseuses, puisque c'est de l'ostéosynthèse. Donc l'avantage, c'est, on va dire, c'est une agrafe qui se ferme sans agrafeuse, toute seule, rien qu'avec la chaleur du corps humain. Alors comment ça s'explique, disons, au point de vue structure atomique en quelque sorte? On prend l'objet, on lui donne une forme, donc par exemple ici cette forme-là, la forme qu'on veut mettre en mémoire, on porte l'objet à haute température, en tenant la forme, et puis on fait
une trempe, un refroidissement instantané, on plonge dans l'eau. Donc après, quand l'objet est froid, on peut le tordre, lui mettre la forme qu'on veut. Et quand on augmentera sa température, par exemple tout simplement en le tenant dans la mer, avec la chaleur de la mer ou la chaleur, je sais pas, sèche-cheveux, ce qu'on veut, hein, on le chauffer ou de l'eau chaude, eh bien l'objet retrouvera la forme de la phase mer, qui elle est unique et retrouvera tout le temps sa forme. Le phénomène peut être recommencé quasiment ad vitam aeternam. C'est amusant d'essayer de démonter des mécanismes de croyance. C'est amusant de voir comment certaines personnes ou certaines institutions sont en mesure de nous tromper, de nous avoir et de démonter le mécanisme par lequel on s'est fait tromper. Donc, il y a un intérêt épistémologique, comme je le disais, de théorie de la connaissance. Je veux avoir de bonnes raisons pour croire aux propositions auxquelles je vais adhérer. En certains cas, c'est tellement grave que je peux jouer ma santé ou ma vie. Tu sais, si je mets ma santé entre les mains de charlatans, c'est ma vie peut-être que je suis en train de jouer. Donc, c'est toujours, c'est pas toujours aussi grave, mais c'est toujours, il me semble-t-il, une vertu épistémique que de croire à des propositions pour de bonnes raisons. La croyance, je le disais, a des ressources cognitives. Elle est fondée toujours sur un socle d'arguments qui semble très convaincant, à condition de ne pas avoir de contre-argumentation en face. C'est précisément ce que l'on trouve dans les milieux de croyants qui se fréquentent entre eux, des milieux qui vont avoir tendance à se radicaliser, ce qu'on appelle la focalisation des groupes. Plus on discute entre nous, plus il va y avoir une surenchère d'arguments et disons, de conviction, de crédulité. Et c'est vrai de beaucoup de croyances, et c'est vrai y compris de croyances dont on pourrait croire qu'elles ont été défaites définitivement par les acquis de la science. Le fait de savoir beaucoup de choses n'entraîne pas nécessairement le développement de la pensée critique. On voit par exemple que des gens disposent de certaines connaissances et tout se passe comme si ils passaient pas à l'étape de les mettre en application ou de les mettre en œuvre. Et peut-être qu'un des facteurs d'explication, c'est qu'on n'insiste pas en éducation suffisamment sur le développement de la pensée critique. Tous ces outils-là sont des outils absolument remarquables pour passer derrière le paravent des idées reçues sur les questions sociales et politiques ou économiques. Et ce serait non seulement une forme de réflexe d'autodéfense mentale que de le faire, mais aussi un devoir moral. Nous aurions, en tant que citoyens de démocratie, le devoir de douter de la vérité officielle et même de démontrer qu'elle est fausse lorsque c'est le cas. On est le 2 août 1990. L'Irak envahit le Koweït. Le 6 août 1990 toujours, des sanctions sont données par l'ONU. Et là, à l'automne, il y a un grand débat aux États-Unis sur la pertinence d'entrer en guerre. Et je vous rappelle que Saddam Hussein était un des dictateurs préférés des États-Unis pendant de très longues années, quelqu'un qu'ils ont appuyé. Et au sein des élites, il y a un débat. Et au sein des gouvernants américains, il y a un débat. Et c'est là qu'arrive Naïra. Elle se présente devant un caucus des droits humains de la House of Representatives aux États-Unis, et elle livre un témoignage absolument bouleversant sur l'entrée des forces de Saddam Hussein au Koweït. Pour expliquer que les Koweïtiens qui venaient d'être envahis par les Irakiens avaient été témoins de soldats irakiens qui enlevaient les bébés des couveuses et les jetaient par terre. Et donc elle témoigne en larmes, la jeune fille, elle s'appelait Naïra. Elle explique ça, elle a 20 ans, quoi. Elle dit qu'elle est infirmière, qu'elle a fait ça, et qu'elle a vu ça, et que c'était horrible, et que vraiment les Irakiens sont des monstres, etc., etc. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Et peu de temps après, enfin quelques jours après, la guerre est déclarée. L'expression qui apparaît dans les journaux partout, c'est que Saddam Hussein est le nouvel Hitler. Ça va être l'expression consacrée. Et à ce moment-là, il n'y a plus l'hésitation qu'il y avait auparavant et les États-Unis entrent en guerre contre l'Irak. Sauf qu'on se rend compte après qu'en fait, non seulement cette jeune fille koweïtienne, bon, elle n'était pas au Koweït du tout, on s'est rendu compte qu'elle s'appelait Naïra, c'était la fille de Nasir al-Sabah, l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Elle n'avait pas été au Koweït. C'était une histoire complètement bidonnée, inventée de toutes pièces par une boîte de marketing médiatique qui s'appelle Hill & Knowlton. Et donc pour 14 millions de dollars, vous pouviez vous payer une fausse information de toutes pièces qui permettait de déclencher la guerre en Irak. Extraordinaire quand même, non?
C'est-à-dire que vous pouvez construire un mensonge scientifique, sociopolitique, à 14 millions de dollars, et qui peut avoir des conséquences désastreuses pour des milliers et des milliers d'êtres humains. Alors quand on sait ça, on se dit, il faut faire attention quand même dans la discussion démocratique qu'on est censé avoir, aux forces qui interviennent. Les firmes de relations publiques occupent une place absolument prépondérante dans toutes les sociétés. Et quand on sait ça, on ne peut pas ne pas avoir une attitude de critique devant les informations qui nous sont données. Et les méthodes pour casser ces mensonges-là sont exactement les mêmes que celles qui permettent d'analyser si une théorie est valide ou pas en sciences expérimentales. C'est la même chose. Vérifions la source, qui dit quoi, sur quelle base, quels sont les faits de départ, etc. etc. Je pense que la pensée critique a un rôle à jouer là aussi, c'est-à-dire qu'elle devrait d'abord nous mettre en garde contre la représentation du monde qui est donnée dans les grands médias, nous inciter à aller lire ailleurs et nous amener à adopter des stratégies critiques devant les productions médiatiques usuelles, toutes les productions médiatiques, mais souvent aussi devant celles qu'on nous représente la plupart du temps.